Je souhaitais d'abord rencontrer ce soir les maires du département. Nous avons, grâce au concours de l'Association des maires de France de Charente-Maritime et son président Michel Doublet, et grâce au concours du colonel Tisser, qui est le délégué militaire départemental et le commandant de cette base et qui est là, pu organiser très vite cette réunion des maires, réunion qui a lieu dans tous les départements à la demande du ministre de l'Intérieur, donc tous les préfets de France, certains mercredi, d'autres aujourd'hui, certains demain, organisent le même type de réunion parce que, et nous l'avons senti dès le samedi, les maires se posent beaucoup de questions et ont besoin d'être informés sur la situation et sur la réponse que nous apportons. Vous le savez parce que nous vous l'avions indiqué et puis nous avions fait un communiqué qui était assez proche en réalité du message que nous avons diffusé aux maires. Dès samedi matin, j'ai été amené, considérant cette forte demande, à envoyer un certain nombre d'éléments d'information et d'orientation aux maires. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de revenir sur ces différents éléments. Mobilisation importante. Nous avons eu, je pense, environ 350 élus présents. Une forte présence aussi des parlementaires. Ceux qui pouvaient, tous ne pouvaient pas être disponibles, mais 4 d'entre eux étaient là. Forte présence, évidemment, des services de l'État, la direction académique des services de l'éducation nationale, qui a été l'objet de beaucoup de questions sur le fonctionnement des écoles, des sorties scolaires, et le directeur académique pourra y revenir devant vous. Les services de police et de gendarmerie, le lieutenant-colonel Gutmann, qui commande le groupement de gendarmerie départementale, est présent. Le directeur de la sécurité publique, M. Le Gouestre, était là, mais il est reparti à La Rochelle pour s'occuper du match de rugby qui a lieu ce soir. Et le colonel Le Prince pour le SDIS était là aussi, et la directrice territoriale de l'ARS qui devrait nous rejoindre nous a permis aussi de répondre à un certain nombre de questions sur ce qui concerne les établissements hospitaliers, médico-sociaux et autres sujets. Pour ce qui me concerne, qu'est-ce que j'ai dit aux maires? J'ai essayé de m'en tenir à 3 messages simples. Le premier message, c'est l'instruction très ferme que nous avons reçue et que nous mettons en œuvre de mobiliser toute la puissance de l'État au service de la sécurité de nos concitoyens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ce département, nous disposons de manière permanente de plus de 700 militaires de la gendarmerie départementale. Je ne compte pas les formations spécifiques, spécialisées de la gendarmerie, comme la gendarmerie de l'air ou la gendarmerie maritime. Le seul groupement de gendarmerie départementale, c'est plus de 700 militaires. La police nationale, la sécurité publique, c'est plus de 500 fonctionnaires. Donc vous voyez les volumes. Et à chaque instant de la journée, il y a 300 militaires de la gendarmerie et fonctionnaires de police déployés sur le terrain. Évidemment, dès la nuit de vendredi à samedi, j'ai donné pour instruction à ces services de modifier, on va dire, leurs priorités opérationnelles pour se concentrer de manière quasi exclusive aux actions de sécurisation, de protection et de vigilance de nos concitoyens. Et cette mobilisation demeure et on pourra y revenir. La sécurité de nos concitoyens, c'est aussi la mise en œuvre des mesures de l'état d'urgence. Parce que, nous le savons, la menace, en tout cas telle qu'on l'a constatée dans les attentats qui ont frappé Paris et la région parisienne ce week-end, dans ceux qui avaient frappé là aussi à Paris et en région parisienne en janvier, elle donne l'impression de se concentrer sur les grandes métropoles, mais comme je le rappelais ce week-end ou cette semaine à un de vos collègues,
les événements qui sont produits en juin à Saint-Quentin-Fallavier montrent que le reste du territoire national n'est pas à l'abri de cette menace. C'est la raison pour laquelle nous maintenons évidemment un haut niveau de vigilance, et c'est la raison pour laquelle les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence ont été étendues à l'ensemble du territoire national, y compris depuis le début de la semaine, aux départements et territoires d'outre-mer. Ces mesures, quelles sont-elles? Il y a deux blocs de mesures, on va dire. Il y a des mesures d'intervention individuelle et des mesures de prévention collective, pour faire simple. Les mesures d'intervention individuelle, ce sont les perquisitions et les assignations à résidence. Alors vous le savez, le ministre de l'Intérieur hier a communiqué un certain nombre de chiffres au niveau national, je peux vous les rappeler. Après 3 nuits sur l'ensemble du territoire, il avait été procédé hier à 414 perquisitions administratives, 64 interpellations, 75 armes ont été saisies, 44 découvertes de produits stupéfiants ont eu lieu et 118 assignations à résidence ont été prononcées, dont une, cela a été rendu public, concerne notre département. Ces mesures, ces opérations, elles vont se poursuivre et s'amplifier, que ce soit sur le territoire national dans son ensemble ou évidemment ici en Charente-Maritime. Et elles seront rendues plus efficaces par les dispositions du projet de loi que l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui et qui sera examiné demain par le Sénat. C'est le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence de 3 mois à compter du 26 novembre et qui va renforcer aussi un certain nombre de mesures, de moyens, on va dire adapter le texte de 1955 qui avait été pris à l'époque dans un tout autre contexte au contexte actuel, et notamment dans le cadre des perquisitions administratives, l'adapter aux besoins que nous avons de prendre connaissance des données informatiques qui peuvent être vues à cette occasion-là. Évidemment, sur ces sujets-là, vous pouvez le comprendre, nous travaillons dans une relative discrétion pour 2 raisons. D'abord parce que nous ne souhaitons pas, s'agissant des personnes assignées, leur donner l'occasion de disposer d'une tribune, et parce que, s'agissant des perquisitions, évidemment, l'efficacité de ces opérations implique qu'elles soient planifiées dans la plus grande discrétion. Donc, je vous en informerai, je vous en rendrai compte au fur et à mesure. Pour l'instant, la situation est celle que je vous décris. L'état d'urgence comporte aussi d'autres dispositions plus collectives, on va dire, donc la possibilité d'interdire la circulation des personnes dans certains lieux ou à certaines heures, c'est ce qu'on appelle communément le couvre-feu, ou la possibilité d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour est réglementé. Pour l'instant, il n'y a pas de situation dans le département qui est justifiée, à mes yeux en tout cas, la mise en œuvre effective de ces mesures-là, mais elles font partie de la boîte à outils de l'état d'urgence et en tant que de besoin, elles seront utilisées. Ce dont nous avons beaucoup parlé avec les maires, c'est de l'articulation entre ces pouvoirs exceptionnels qui sont des pouvoirs dévolus au préfet, hein, le pouvoir de police des maires ne change pas, lui, et l'exercice de ce pouvoir de police par les maires. On sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont relativement efficaces pour protéger et rassurer nos concitoyens. Par exemple, des mesures liées à l'interdiction du stationnement. Certaines villes ont commencé à en prendre aux abords des écoles ou d'autres lieux sensibles, des arrêtés d'interdiction du stationnement avec des mesures de barriérage pour empêcher physiquement le stationnement sont très efficaces. Les maires peuvent les prendre de leur propre initiative et ou en concertation avec nous dans le cadre des pouvoirs dont ils disposent. Il en va de même de la gestion des manifestations sportives et nous avons mis en place une adresse de courriel réservée aux maires qui va leur permettre de poser en temps réel leurs questions à la préfecture et nous pourrons leur répondre là aussi et les accompagner dans l'exercice de leurs responsabilités. Enfin, toujours sur on va dire ce renforcement de la sécurité, il y a évidemment le rappel que nous avions fait dès samedi et que j'ai réitéré aujourd'hui
de toutes les mesures de vigilance au titre de Vigipirate, qui étaient en place avant que l'état d'urgence soit décrété, qui demeureront en place au-delà de la prorogation de l'état d'urgence. Et c'était l'occasion de rappeler un certain nombre, je dirais, de sujets de vigilance, la manière dont il faut être attentif à des comportements inhabituels, suspects, à des objets abandonnés, comme on l'est traditionnellement, entre guillemets, dans les gares ou dans des lieux de passage. Et là, il faut que cette vigilance collective, j'ai employé le terme de vigilance citoyenne, soit bien à l'esprit de tout le monde. Le deuxième message que j'ai voulu adresser aux maires, c'est précisément ce qui concerne l'attitude à adopter face aux manifestations sportives, culturelles ou associatives qui font un peu la richesse de notre vie collective. Parce qu'en même temps que nous devons protéger nos concitoyens contre la menace, nous devons aussi protéger notre société contre la tentation de la peur et du repli sur soi. Et ça serait, à dire vrai, une victoire terrible de ceux qui nous ont attaqués, de voir notre pays se replier sur la peur et s'arrêter de vivre. C'est la raison pour laquelle, après le temps du deuil et de l'hommage qui a fait que pas mal de manifestations prévues le week-end dernier ont été soit annulées, soit différées, soit aménagées avec une minute de silence. Ça a été le cas par exemple du match de football La Rochelle-Niort de samedi soir de mémoire ou dimanche soir, samedi je crois, à La Rochelle, où le match a été maintenu, mais les joueurs de La Rochelle et ceux de Niort aussi je crois ont joué avec un brassard noir et ont observé une minute de silence en début de match. Eh bien, au-delà de ces adaptations initiales, on va dire, la vie doit reprendre ses droits. Et donc, nous avons encouragé les maires à ne pas faire passer de consignes systématiques d'annulation. En revanche, pour les manifestations les plus importantes ou les plus sensibles, nous les avons encouragés à prendre contact avec les organisateurs pour repréciser avec eux les conditions dans lesquelles se déroulent ces manifestations, et à solliciter en tant que de besoin les services de la gendarmerie et de la police, les sous-préfets ou les services de la préfecture pour les accompagner, on va dire, dans la préparation, faire avec eux la liste des points à vérifier, des consignes de vigilance à donner. Mais et le président de la République a été très clair là-dessus quand il s'est exprimé au Congrès, quand il s'est exprimé devant les maires hier, qu'il a réunis à Paris au Palais des Congrès, devant les préfets qu'il a réunis mardi après-midi au ministère de l'Intérieur. Nous ne devons pas donner aux terroristes cette victoire de voir la vie de nos communes s'arrêter. Enfin, dans le même cadre, pour un certain nombre de manifestations particulièrement importantes, j'ai parlé du match de football qui a eu lieu samedi soir entre La Rochelle et Niort, du match de rugby qui se joue ce soir à La Rochelle, ou du marathon prévu dans 2 semaines. Nous avons pris l'initiative de prendre la tâche systématiquement des organisateurs pour repréciser avec eux et, en tant que de besoin, renforcer les conditions de sécurité dans lesquelles sont appelées à se dérouler ces manifestations. Il en va de même, évidemment, des élections régionales qui se tiendront aux dates prévues. Le troisième message, parce que là aussi, il y a eu des questions, et certains maires ont posé des questions avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. Il y a des questions qui concernent en ce moment l'accueil des réfugiés et des migrants. Parce que comme d'autres départements, nous serons concernés le moment venu par la mise en œuvre du plan qui permettra l'accueil dans les 2 ans qui viennent de 30 000 réfugiés venant du Moyen-Orient. Et dans les prochains jours ou les prochaines semaines, nous sommes susceptibles d'accueillir, nous l'avons déjà dit, des migrants venant de Calais. C'est un devoir de solidarité que nous avons à l'égard du Calaisis et à l'égard des autres pays d'Europe où ces populations de migrants et de réfugiés affluent. Le chef de l'État l'a dit très clairement hier, s'il y a un lien à faire entre l'afflux de réfugiés venus du Moyen-Orient et la menace terroriste, c'est d'abord de dire que les habitants d'Irak et de Syrie qui fuient, ils fuient les mêmes organisations terroristes que celles qui nous attaquent aujourd'hui. Le lien, il est là, et il est d'abord là. Ça n'empêche pas naturellement, et là aussi je vous renvoie aux propos tenus par le président de la République hier devant les maires, ça n'empêche pas la vigilance
et ça n'empêche pas la fermeté, c'est-à-dire que la vigilance, c'est de vérifier que les personnes qui se présentent dans notre pays en demandant le statut de réfugié ne présentent pas de risque pour notre pays. Vous savez que la réforme du droit d'asile permet de refuser ou de retirer la qualité de réfugié, même après qu'elle a été obtenue, à toute personne qui constituerait une menace pour la France. Et puis la fermeté, ça sera d'appliquer à ces migrants, quels qu'ils soient, et le même droit au regard du séjour sur notre sol que tout étranger présent en France. Dans les migrants du Calaisis que nous accueillerons, certains demanderont l'asile et à ce moment-là seront orientés vers les lieux d'accueil spécifiques aux demandeurs d'asile. D'autres ne le demanderont pas, mais à ce moment-là, sauf à ce qu'ils aient un autre motif pour se maintenir sur le territoire national, il faudra envisager leur retour dans leur pays d'origine et les accompagner dans cette démarche-là. Voilà, j'ai été amené à apporter ces précisions parce que ce n'est pas le cœur des préoccupations, mais on sait que ce sont des préoccupations de nos concitoyens. Et je crois que dans ces moments où il y a beaucoup de tentations pour exploiter les peurs, il est très important que les responsables publics ne se prêtent pas aux amalgames. Ça, c'est les 3 messages que j'ai essayé de faire passer aux maires. Nous avons en outre présenté de manière plus précise, on va dire, le contenu du dispositif de l'état d'urgence. Je viens de le décrire, mais vous le connaissez, et un certain nombre de directives qui ont été données, notamment sur la vie scolaire, puisque les maires qui sont des premiers organisateurs concrètement de la vie scolaire dans leur commune, pour les écoles en tout cas, et puis qui sont le réceptacle de beaucoup d'interrogations de leurs concitoyens, sont très souvent interrogés là-dessus. Et donc, M. Gros-Demange, le directeur académique des services de l'éducation nationale, leur a passé un certain nombre de consignes, si je puis dire, qui peut peut-être nous rappeler brièvement, si vous en êtes d'accord. Et puis après, on pourra échanger sur un certain nombre de questions. Tout à fait. Monsieur l'inspecteur d'académie. Merci. Oui, il y avait des consignes qui ont été préconisées avec une durée qui devait durer jusqu'au dimanche 22 novembre. Alors l'objectif était de 2 choses. D'une part, c'était bien sûr de sécuriser les établissements scolaires, c'est une chose, qui accueillent nos enfants, mais également de rassurer à la fois les familles et les enfants. Alors, les premières consignes qui ont été données, qui courent jusqu'au 22 novembre, touchent essentiellement les sorties scolaires régulières, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les sorties scolaires qui rentrent dans le cadre du fonctionnement normal d'une école ou d'un collège, et qui ne renvoient pas à des transports, déplacements d'enfants dans le cadre de transports en commun. Ça, c'était les premières consignes. Alors, tout ce qui est sorties scolaires régulières était maintenu. Ensuite, on avait ce qu'on appelle les sorties scolaires occasionnelles, les sorties scolaires occasionnelles qui renvoient bien sûr à des spectacles, des musées ou des sorties nature. Alors celles-là sont interdites donc jusqu'à dimanche soir. Ça, c'était les sorties scolaires. Deuxième partie renvoie au voyage scolaire. Voyage scolaire, c'est nos jeunes qui se sont déplacés dans des pays étrangers. À partir de là, on leur a demandé de se rapprocher le plus possible de l'ambassade de France du pays, de manière à prendre des consignes et des modalités de poursuite de leur stage. Nous n'avons pas bougé les dates de rapatriement des stages. Les jeunes continuent. Et le deuxième volet, c'est les jeunes étrangers qui séjournent en France. À partir de là, eux, on leur a demandé également de se rapprocher de leur ambassade en France pour prendre, bien sûr, les consignes adéquates. Ce qui est important actuellement, c'est que tout déplacement scolaire, toute sortie scolaire renvoie systématiquement à une décision d'une autorité hiérarchique, qu'elle aille de l'inspecteur d'académie au recteur, au préfet. Ça, c'est une chose importante. Sécurisation des établissements scolaires. Il a été rappelé donc la circulaire de 2009 qui renvoie sur la sécurisation des établissements scolaires et notamment tout ce qui touche la protection et la vérification des éléments de sécurité, que ce soit les plans de sécurité, que ce soit les consignes de sécurité, que ce soit les fiches ou les numéros d'urgence. Il a été rappelé également qu'un établissement scolaire, que ce soit une école, un collège ou un lycée, est un milieu clos, c'est-à-dire qu'il doit être fermé pendant les heures d'enseignement et que seuls peuvent circuler dans les établissements scolaires les personnels qui sont habilités.
Et une attention particulière, justement, a été portée au renforcement de l'accès aux établissements scolaires et également, parallèlement à ça, à l'accueil des familles et des enfants. Rappel des consignes donc, qui renvoie à la mise en place des diagnostics sécurité qui avaient été établis préalablement et qui datent de quelques années, le rappeler à l'ensemble des personnels de l'établissement, c'est une chose importante. Préciser le rôle et l'action des équipes mobiles de sécurité dans le cadre des systèmes de sécurisation, mais également de la prévention qui est à mettre en place. Rappeler également tout le travail de partenariat que l'on a mis en place, éducation nationale, police ou éducation nationale, gendarmerie, avec les correspondants sécurité-école qui existent. Tous les établissements scolaires actuellement disposent désormais d'un référent sécurité. J'ajoute également que le travail avec la gendarmerie a permis d'installer prochainement des conseillers techniques de prévention de la délinquance, qui sont, j'allais dire, importants. Le dernier point qui est important, et pour nous, ce sont les cellules d'écoute et de soutien psychologique qui ont été mis en place. 11 cellules d'écoute et de soutien psychologique ont été mises en place sur l'ensemble du département, composées de médecins scolaires, d'infirmières, d'assistantes sociales, de psychologues scolaires et pour certaines de psychiatres. Leur problème, c'est une intervention rapide dès l'instant qu'on est alerté sur un lieu scolaire où les enfants, j'allais dire, où les jeunes présentent une forme de traumatisme au regard des événements qui se sont passés. Je renvoie quand même à la réalité temporelle. Les événements se sont passés vendredi soir. Les enfants ont été confrontés tout le week-end sur de l'actualité en boucle, qui n'était pas une série télévisée. Et à partir de là, on a vu arriver lundi des jeunes dans les établissements scolaires, les petits notamment, avec un certain degré de traumatisme. Excuse-moi, les cellules d'écoute, ça représente combien de personnes par cellule, grosso modo ? On peut aller jusqu'à 6 personnes. Monsieur le préfet, Bon, bah écoutez, vous avez lancé la première question, donc je vous propose d'en poser d'autres si vous le souhaitez. Oui. C'est-à-dire qu'après le 22, on revient dans un fonctionnement tel qu'il était. Monsieur le préfet l'a bien expliqué. Il ne s'agit pas de paralyser l'ensemble de la structure, mais par contre, avec un degré de vigilance bien sûr accru et des autorisations au regard à la fois des destinations, du nombre d'élèves et des moyens de transport. Ce qui veut dire, monsieur le préfet, que également pas de match de rugby pour les jeunes, de football pour les jeunes, pas de déplacement en bus pour les jeunes qui pratiquent du sport le week-end qui arrive. Dans le cadre scolaire, non. Pour les autres, il peut y avoir, c'est à l'initiative des clubs et des fédérations de prendre les mesures. Il n'y a pas, encore une fois, la vie ne s'arrête pas. L'éducation nationale, compte tenu de ses prérogatives, de son organisation propre, a pris un certain nombre de mesures, mais après, les fédérations sportives et les clubs en prennent d'autres. C'est à eux d'apprécier le degré de sensibilité. Oui. Pour les associations, par exemple, qui continuent leurs activités, les rassemblements, comment on s'y prend ? Je crois que le plus simple, c'est qu'ils se rapprochent des maires, puisque la plupart du temps, ils font ça, ils sont connus des maires, ils utilisent des locaux municipaux, qu'ils voient avec eux quelles sont leurs questions, quelles sont leurs interrogations. Les maires peuvent leur apporter un premier niveau de réponse, et c'est à ce titre-là aussi que nous les avons rencontrés. Et puis, les maires peuvent eux-mêmes se retourner vers la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police territorialement compétent, vers leur sous-préfet ou vers la préfecture. Et c'est pour ça que nous avons créé cette adresse mail spécifique pour que les maires puissent nous poser leurs questions dans le cadre de l'état d'urgence. La plupart du temps, ce seront des consignes extrêmement simples, c'est-à-dire, est-ce que, quand vous organisez une manifestation associative, qui est normalement réservée aux adhérents de votre association, est-ce que vous connaissez tous les gens qui rentrent, ou est-ce qu'il y a des gens que vous n'avez jamais vus? Est-ce que vous avez des comportements qui vous paraissent étranges? Est-ce que vous vous assurez qu'il n'y a pas un sac abandonné, ou comme dans le train, que chaque bagage, chaque sac est bien étiqueté avec le nom et le numéro de téléphone de son propriétaire?
Ce sont les mêmes consignes que celles que ceux qui utilisent les transports en commun connaissent. Ce sont la plupart du temps des consignes de bon sens, de pragmatisme. C'est une vigilance citoyenne qui est rappelée, mais pour que la vie continue. Et ce que nous avons activé aujourd'hui, on va dire, c'est la chaîne de réponse. Elle l'a été dès ce week-end, de manière à ce qu'il n'y ait pas une question qui reste sans réponse si un responsable d'association la pose à son maire, que son maire la pose à son commandant de brigade ou à son sous-préfet, etc., etc. Pour qu'il y ait cet accompagnement des maires et des responsables associatifs dans ce contexte particulier, évidemment. Madame. Oui, Monsieur le Préfet, il y a évidemment la protection des concitoyens, des associations, des manifestations, mais en Charente-Maritime, il y a 2 sites Céveso qui sont importants à La Rochelle et en Marais. Je voulais savoir si ça allait aussi bénéficier de sécurisation supplémentaire. Alors, comme vous le savez, après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en juin, le gouvernement a pris, comment dire, des mesures. Oui, mais c'est des mesures qui existent. Le gouvernement nous a demandé à tous les préfets d'achever les plans de prévention des risques technologiques, d'une part, les PPRT, et d'autre part, de procéder à des visites, des inspections systématiques des sites Céveso, en doublant, je dirais, l'aspect réglementaire, sécurité générale, qui est traditionnellement des missions des unités territoriales de la DREAL, Direction régionale de l'équipement, de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'inspection des installations classées, pour faire simple, d'une dimension sûreté. Et donc, dans ces visites, les inspecteurs des sites ont été systématiquement accompagnés par des fonctionnaires de police ou des militaires de gendarmerie qu'on appelle les référents sûreté, donc qui sont particulièrement sensibles, formés à apporter des réponses aux exploitants sur les conditions de sûreté de leur exploitation. Tous les sites Céveso du département, et les pompiers y ont été associés évidemment en tant que de besoin, tous les sites Céveso du département ont fait l'objet de ces visites-là. Et il y a donc un réseau qui existait mais qui a été renforcé entre les services de la préfecture en charge de ces sujets, les services de gendarmerie ou de police et les exploitants de ces sites pour nous assurer le meilleur niveau de sécurité et de réactivité en cas, là aussi, d'alerte ou de questions de la part des exploitants. Vous avez parlé des effectifs présents en Charente-Maritime, oui. L'accroissement des gens qui sont sur le terrain, des renforts. Pour l'instant, nous travaillons avec les effectifs locaux parce qu'il y a une gestion des moyens de renfort qui sont principalement des moyens mobiles d'une part, des moyens militaires de l'opération Sentinelle d'autre part, qui est une gestion zonale et nationale et qui va là où il y a des événements particuliers justifiant une sensibilité, justifiant des précautions particulières. Il ne vous a pas échappé que le président de la République a, dès le lendemain des attentats, par exemple, confirmé que la COP21 se tiendrait au Bourget pendant la période où elle était prévue. Les manifestations qui étaient associées à la COP21, elles, vont être annulées ou vont voir leur voilure réduite, mais la COP21 se tiendra. Donc, nous sommes, je dirais, dans un mouvement naturel de solidarité dans cette gestion nationale. Les chiffres que je vous ai donnés, ce sont les chiffres des effectifs locaux, dont la mobilisation et la priorité que j'ai donnée dès le vendredi soir aux missions de protection et de vigilance nous permettent aujourd'hui d'assurer la sécurité des Charentais-Maritimes. Sur un certain nombre d'événements particuliers, je pense au marathon qui a lieu dans 2 semaines, nous sommes en train d'engager le travail avec l'organisateur, avec la ville, avec les services compétents, avec les services de la zone de défense pour voir précisément s'il y a lieu de renforcer le dispositif de sécurité initialement prévu avec des apports de moyens extérieurs ou une plus forte mobilisation de nos moyens locaux en rappelant des effectifs en formation ou en repos, etc. etc. Nous avons des capacités de manœuvre de ce type-là. Nous les exploiterons à fond